Parfait. On va commencer tout le monde. Alors, bonjour à tous. Je me présente. Mon nom, c'est Dorothée Courtois-Cabana. Je suis étudiante à la maîtrise en santé publique et aussi la coordonnatrice du réseau Calaxia. Je vous souhaite vraiment la bienvenue à ce webinaire intitulé Bien-être et activité physique des locataires aînés en logement social, une exploration des perceptions et des capacités. Ce webinaire vous est présenté par l'Axe santé mentale des populations du RRSPQ et aussi par le réseau Calaxia. Je commence par vous présenter l'Axe santé mentale des populations du RRSPQ. Dans le fond, l'Axe a été créé en 2014 dans le but de favoriser la recherche en santé mentale des populations, l'avancement et le partage des connaissances dans une visée de prévention, de traitement et d'optimisation des services pour cette clientèle. L'Axe regroupe plus de 150 membres étudiants, chercheurs et associés provenant de plusieurs milieux qui travaillent sur des thématiques diversifiées. Le RRSPQ offre plusieurs opportunités de financement, comme des initiatives structurantes et différents concours pour les chercheurs et les étudiants, mais aussi des activités de rayonnement des projets de recherche pour ses membres. Je vous présente aussi le réseau Calaxia. Le réseau Calaxia est un réseau en mettant en valeur les connaissances en lien avec la santé mentale des populations auprès de publics diversifiés comme les gestionnaires, les professionnels de la santé et des services sociaux et aussi dans le milieu communautaire. Cette mise en valeur se fait notamment par les dossiers thématiques qui sont les webinaires, les publications bref et aussi les ressources en ligne. Pour plus d'informations, on vous invite à consulter le site web de Calaxia qui est à l'écran et aussi de pouvoir consulter leurs réseaux sociaux où vous pouvez les contacter. Avant de débuter, je vais faire un petit peu là, les petites consignes à suivre aujourd'hui. Dans le fond, je vous informe que la séance est enregistrée et sera par la suite disponible sur le site web du réseau de Calaxia, ainsi que aussi la chaîne YouTube de l'Axe santé mentale des populations. Tout au long de la présentation, vous pouvez nous écrire vos questions dans le module questions et réponses qui se trouve au bas de votre écran, puis on aura une période d'échange à la fin de ce webinaire. Certaines informations complémentaires vous seront offertes mises à votre disposition dans la section clavardage. Pour toute autre question, notamment les questions techniques, n'hésitez pas à contacter Armelle Imbois, la coordonnatrice de l'Axe santé mentale des populations, qui se fera un plaisir de vous répondre. Alors, sans plus tarder, je vous présente notre conférencière pour aujourd'hui, Kadia Saint-Onge, qui est professeure adjointe et titulaire de la chaire de leadership en enseignement sur la promotion des saines habitudes de vie Nautilus Plus. Elle est au département de kinésiologie de la faculté de médecine de l'Université Laval. C'est dans une perspective de réduction des inégalités sociales de santé et de la promotion de la santé et du bien-être pour tous que Kadia applique des méthodes participatives pour mobiliser, développer et diffuser les connaissances en promotion des saines habitudes de vie. Elle s'intéresse tout particulièrement au soutien des partenariats intersectoriels dans ce domaine. Alors, sans plus entendre, je laisse la parole à Kadia et je vous souhaite un excellent webinaire. Merci beaucoup pour ça, Dorothée. C'est vraiment un grand plaisir d'être ici parmi vous. Je vais me permettre de partager mon écran. Je viens de vous envoyer un appel dans le clavardage à me décrire en quelques mots votre définition personnelle de ce que c'est l'activité physique. La présentation porte un petit peu là-dessus, donc ça serait vraiment intéressant de connaître vous, comment est-ce que vous définissez ça, l'activité physique, juste dans comme 2, 3 mots, là. Qu'est-ce que ça représente pour vous rapidement, puis je vais pouvoir y revenir plus tard. Alors moi, je vous présente aujourd'hui une présentation qui s'appelle Bien-être et activité physique des locataires aînés en logement social, qui était une étude qualitative, donc explorative, des perceptions de l'activité physique et des capacités. J'ai le plaisir donc d'être la titulaire d'une chaire de leadership en enseignement sur la promotion des saines habitudes de vie qui est financée par Nautilus Plus. Alors, c'est une activité qui va s'inscrire dans le cadre de la chaire, mais qui, au départ, partait de ma thèse. Donc, lors de mon doctorat en psychologie communautaire à l'UQAM, j'ai eu le grand bonheur et privilège d'être encadrée par Jenny Hull, qui est professeure au département de psychologie de l'UQAM, et Paquito Bernard, qui est professeur au département des sciences de l'activité physique de l'UQAM. Et on a aussi eu la grande chance d'avoir l'aide précieuse de Celia Kingsbury, qui était à l'époque au bac en kinésiologie, qui nous a aidés avec les analyses. Mais aussi, lors de mon doc, j'ai eu l'honneur d'avoir une bourse de déplacement pour présenter les données de ma thèse
à l'international. Donc, ça fait vraiment grandement plaisir de pouvoir redonner puis de vous présenter ces données qui sont issues de ma thèse. Alors, sans plus tarder, on se lance dans le bain. On parle d'activité physique et de bien-être. Pourquoi? Parce que on le sait, l'activité physique, ça fait du bien. C'est bon pour, oui, la santé physique, on en parle vraiment beaucoup, mais de plus en plus, on parle de ses bénéfices pour la santé mentale. D'une part, on sait que ça aide à réduire soit la manifestation ou voire même la prévalence des difficultés en santé mentale, des symptômes dépressifs et anxieux, par exemple. Ça aide aussi à promouvoir les relations sociales positives, l'engagement social, la participation sociale, donc santé sociale aussi. Et on sait que ça a d'énormes bénéfices pour les fonctions cognitives. Donc, même retarder ou peut-être prévenir la venue de troubles neurodégénératifs en vieillissant. Donc, il y a vraiment beaucoup de bénéfices à retirer de l'activité physique. Mais il y a aussi quelques désagréments qu'on a moins l'habitude d'apporter ou plutôt de souligner. Mais il faut quand même le dire, c'est pas tout le monde qui aime ça, l'activité physique. Donc, pour certains, il y a des désagréments qui sont accompagnés ou qui accompagnent plutôt l'activité physique. Donc, vous allez voir pourquoi je prends l'appel de souligner ça. C'est quelque chose qui est quand même présent dans la littérature et il faut réfléchir à ça quand on fait la promotion de l'activité physique. Alors, je vous laisse en haleine pour la suite de ça. Vous allez voir dans les résultats de ma thèse quels sont ces désagréments-là exactement, puis peut-être comment est-ce qu'on peut les contourner quand on fait la promotion de l'activité physique. Et de quoi est-ce qu'on parle exactement quand on parle d'activité physique? On parle généralement, là, la définition traditionnelle qui a beaucoup été véhiculée, c'est tout mouvement corporel, donc produit soit par les muscles et les os du corps, qui va faire brûler plus de calories, plus d'énergie que si on restait immobile à rien faire. En gros, c'est ça. Et il y a plusieurs formes d'activité physique. Donc, on peut décliner l'activité physique comme étant soit les tâches de la vie quotidienne, les mouvements utilitaires qu'on peut dire, comme faire son ménage. Ça peut être les déplacements actifs, comme se rendre au travail en vélo, tout ce qu'on fait dans le cadre de nos loisirs. Ça peut être le cours de Zumba, juste danser dans son salon, ça compte. Et ça peut aussi être toutes les activités physiques qu'on fait dans le cadre de son travail ou de son bénévolat. Chose qui est plus commune pour les aînés ou les personnes qui sont plus avancées en âge. Et dans le cadre de ma thèse, on s'est intéressé tout particulièrement aux personnes aînées qui vivent en logement social, plus spécifiquement en habitation à loyer modique ou HLM, qui est un programme qui permet à des personnes qui ont un faible revenu d'accéder à un logement qui représente ou dont le coût mensuel représente 25 de leur revenu. Donc, ça les aide vraiment à arriver à la fin du mois puis d'assurer qu'ils ont un logement qui est accessible financièrement. Mais il y a aussi certains services qui sont offerts dans les logements HLM. Il y a des salles communautaires, il y a des organisateurs communautaires qui visitent une fois par mois environ. Donc, il y a un certain soutien ou une petite offre de services qui accompagne aussi les programmes HLM. Nous, on s'est intéressé à cette population tout particulièrement, d'une part parce qu'il y a très peu d'études qui ont été faites sur l'activité physique des aînés qui vivent en logement social et encore moins en HLM au Québec. Donc, on a très, très peu d'informations sur leur activité physique et même, on peut dire, sur le bien-être et la santé physique, mais tout particulièrement l'activité physique. Mais ce qu'on sait, en allant voir les données des personnes âgées et les données des personnes qui ont un faible revenu, c'est que ce sont deux sous-groupes dont les niveaux d'activité physique sont sous le seuil des recommandations. Donc, les recommandations d'activité physique, on parle de 150 minutes d'activité physique par semaine. Pour les aînés, ça inclut aussi au moins 2 séances de renforcement musculaire par semaine. Alors, il est difficile à les rejoindre pour plusieurs personnes, tout particulièrement pour les personnes âgées et tout particulièrement pour les personnes qui ont un faible revenu, encore plus quand on combine ces deux facteurs-là, notamment parce que l'accès financier est moindre, mais aussi parce qu'il y a des capacités fonctionnelles qui sont
plus on va dire, un défi à l'activité physique. Mais aussi, on s'intéresse aux personnes vivant en HLM parce qu'on sait que c'est une population qui présente des indices de santé physique, mais aussi euh, santé mentale qui sont inférieurs à la population générale. Donc, on voit déjà des indices d'écart, si on veut, dans les niveaux de santé des individus ou des inégalités sociales de santé. Mais ce qui est quand même particulier, c'est que si on compare les personnes qui ont un faible revenu, qui vivent dans les logements HLM, aux personnes qui vivent en marché privé, mais qui ont un revenu égal, même revenu, même quartier même, on note que les personnes qui vivent en HLM ont des niveaux de santé physique et mentale qui sont inférieurs à celles qui sont sur le marché privé. Donc ça nous dit qu'il y a quelque chose dans le milieu qui fait qu'elles vont moins bien. On parle de la congruence entre la personne et l'environnement, qui serait peut-être moins adéquate. Donc, quand on parle de concurrence personne-environnement ou person-environment fit en anglais, c'est un cadre conceptuel qui est vraiment utile pour évaluer l'interaction entre les facteurs individuels et les facteurs environnementaux qui influencent l'activité physique et la santé mentale. Donc, c'est, si on veut, l'adéquation entre les aspirations, les besoins, les capacités et les ressources, les demandes, les occasions disponibles dans l'environnement. Dans le cadre de ma thèse, on a été apporté à appliquer un modèle particulier de congruence personne-environnement qui s'appelle le modèle des capabilités. Oh! Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Mes excuses. Voilà. Alors, c'est un modèle qui désigne les droits, les libertés dont jouissent les personnes à s'engager dans des activités qu'elles valorisent. Et ça, en fonction de la transaction entre les diverses formes de capacités individuelles. Donc, capacité individuelle, ça peut être autant physique, mentale, ça peut être financière, et toutes les possibilités qui sont offertes par l'environnement. Donc, à quel degré est-ce que l'adéquation permet à ces personnes-là de s'engager dans les activités physiques qu'elles valorisent, qu'elles souhaiteraient avoir? Mais il faudrait quand même savoir quelles sont les activités physiques qu'elles valorisent si on veut en faire la promotion et donc faire la promotion de quelque chose qui va leur faire du bien au niveau de leur santé mentale. Mais, comme j'ai dit plus tôt, on a très peu d'informations concernant l'activité physique des aînés qui vivent en logement social et tout particulièrement en HLM au Québec. On a encore moins de données qualitatives qui peuvent nous informer sur les stratégies promotionnelles ciblées, par exemple des données qui concernent leur perception de l'activité physique. En plus de ça, les études qui existent ont tendance à étudier soit les facteurs individuels, soit les facteurs environnementaux et moins l'interaction entre les deux. Mais ces informations-là sont vraiment importantes pour nous informer sur le type d'intervention qu'on devrait déployer pour promouvoir la santé mentale de ces individus. Donc, les objectifs de ma thèse étaient d'abord de décrire les perceptions qu'ont les aînés vivant en HLM de l'activité physique et d'identifier les possibilités d'être actives dans leur milieu de vie. Alors, pour ce faire, on a choisi un devis de recherche qualitatif en employant une méthode d'entrevue individuelle semi-dirigée en déplacement. Donc, vous allez voir, on se déplaçait dans l'environnement résidentiel avec les participantes pour avoir plus d'informations sur comment elles bougent dans leur milieu. Et l'étude est ancrée dans une approche constructiviste, donc selon laquelle la réalité, elle est socialement, mais aussi continuellement construite en réunissant de multiples perspectives, en incluant celle de la personne qui observe. Donc, dans ce cas-ci, incluant ma perception, parce que c'est moi qui ai fait les entrevues en déplacement. Et l'approche implique une pratique réflexive de ma part comme chercheur, comme processus d'analyse critique pour assurer la rigueur scientifique. Cela étant dit, la connaissance est construite tout particulièrement à partir de l'expérience et du discours des personnes concernées qui sont considérées comme des informatrices riches de savoir. Donc, on ancre vraiment le tout dans ce qu'on peut appeler le savoir expérientiel des personnes concernées. Et pour nous aider à aller chercher justement de nombreuses perspectives, on est allé recruter dans 3 sites différents. Et pour colliger une diversité de perspectives, on a sélectionné 3 sites qui sont dans des quartiers de types différents, c'est-à-dire qu'il y avait un quartier qui était plus résidentiel, un qui était
plutôt commercial centre-ville, puis un qui était entre les deux sur l'île de Montréal. Des immeubles qui ont des niveaux de services variables, des mixicités sociales aussi, autant à l'intérieur de l'immeuble que dans le quartier. Et on a aussi ciblé des logements qui avaient un comité associatif de locataires ou pas. Et ça, c'est vraiment important parce que lorsqu'il y a deux personnes qui forment un comité associatif, donc une personne qui est trésorière et une personne qui est présidente pour former le comité, ça leur donne accès à un petit budget annuel avec lequel elles peuvent organiser des activités. Et très souvent, dans les immeubles HLM pour personnes aînées, on organise des activités physiques. Les immeubles HLM qui sont tout particulièrement pour les aînés, donc c'est là où on a fait notre collecte, vont toujours inclure un ascenseur et tous les immeubles HLM ont une salle communautaire où tout le monde peut avoir accès pendant la journée et généralement, on va offrir des activités. C'est là où les organisateurs communautaires, par exemple, vont aller rencontrer les locataires. Et pour participer à l'étude, il fallait donc bien sûr habiter un des 3 sites sélectionnés pour l'étude, pouvoir communiquer, donc soit s'exprimer ou comprendre le français, l'anglais ou l'espagnol, et marcher ou se déplacer en marchant en 3 tranches de 10 minutes, mais en prenant autant de pauses que nécessaire. Et ça, c'était nécessaire parce que justement, on voulait faire des entretiens en déplacement. Et encore une fois, pour aller chercher une diversité de participants différents, on a vraiment pu bénéficier d'un soutien extraordinaire de l'Office municipal d'habitation de Montréal ou l'OMHM qui gère le programme des HLM. Et on a recruté des participants de façon délibérée parce qu'on voulait recruter autant des aînés actifs, qui ne sont pas actifs, des gens qui aiment ça, l'activité physique, des gens qui ne veulent rien savoir de l'activité physique, des hommes, des femmes, des personnes qui ont des origines culturelles ou ethniques différentes et qui ont des capacités variables aussi, donc capacités fonctionnelles ou physiques. Et pour maximiser notre potentiel de recrutement, on a employé tout le paquet des méthodes de recrutement possibles, donc des affiches, des présentations en personne de l'étude pendant des regroupements sociaux, le bouche à oreille, le boule de neige, ça a été le meilleur. En fait, les participantes ont été vraiment géniales pour m'aider à aller chercher les différents types de participants qui sont plus difficiles à aller chercher des fois, comme les hommes puis les personnes qui sont moins actives. Donc, ça m'a vraiment permis de recruter une bonne diversité de participantes, comme vous allez voir plus loin. Mais avant, je vais vous décrire la collecte de données. Alors, l'entrevue commençait d'abord dans le logement des personnes, donc des participantes. On parlait d'abord de l'activité physique. Qu'est-ce que c'est? Pour connaître leur perception. Donc, je leur demandais tout simplement qu'est-ce que ça veut dire dans leurs propres mots. Et ça, sans donner ma définition, mon avis, parce que c'est vraiment leur perception que je voulais. Et une fois qu'elle l'avait donnée, là, je disais, admettons qu'on parle juste de bouger. Et je donnais une définition qui cadre avec la définition traditionnelle que je vous ai donnée au début pour savoir s'il y avait un changement dans leur perception ou s'il y avait une contradiction entre les deux. Et de là, je leur disais, bon, là, on parle de bouger. Est-ce qu'il y a quelque part dans votre logement où il vous arrive de bouger? Décrivez-moi comment ça se passe, qu'est-ce qui fait que c'est facile, qu'est-ce qui fait que c'est difficile et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça soit plus accessible, plus facile. Et ça, c'était donc pour aller chercher les capacités ou les possibilités d'être actives dans leur environnement. Mais je leur demandais de faire la même chose en me menant dans un lieu dans l'immeuble où il leur arrive de bouger. Par exemple, c'était souvent là où ils faisaient leur lessive parce que les machines sont à l'extérieur des unités de logement. Mais ça peut aussi être la salle communautaire. Alors, je demandais à ces personnes de me mener à cet endroit et de me décrire encore une fois comment ça se passe, comment elles se sentent, qu'est-ce que ça leur donne, qu'est-ce qui fait que c'est facile, qu'est-ce qui fait que c'est difficile. Une fois que ça c'était fait, je leur demandais de me mener à un lieu environ à 10 minutes à pied de l'immeuble, sachant que ça allait prendre probablement environ 15 minutes. Je posais les mêmes questions sur les possibilités d'être active dans l'environnement résidentiel. Lorsque possible, on prenait un chemin différent pour revenir vers le logement. C'était possible dans 2 des 3 logements
ou plutôt deux des trois immeubles, parce que dans l'immeuble résidentiel, il y avait très peu de chemin où aller, donc souvent on revenait par le même chemin. Mais lorsqu'on avait l'occasion de prendre un chemin différent, ça nous exposait à des stimuli différents. Et souvent, on tombait sur des chemins, des trajets que ces personnes-là avaient moins l'occasion ou avec lesquels elles étaient moins familières. Donc, elles aussi, ça les exposait à de nouveaux stimuli pour me faire jaser en même temps. Donc, d'un côté, non seulement elles, ça les mettait plus dans l'environnement, dans le bain de ce quoi on parle, pour que ça soit vraiment en temps réel évoqué dans leur esprit. Et moi, de mon côté, mais ça me permettait de voir de mes propres yeux de quoi on parlait, puis de confronter ou de comparer ça avec tout ce que j'ai pu lire dans la littérature et comment moi je le vis dans un corps plus jeune aussi. Donc, c'est vraiment très, très riche comme méthode de collecte. Une fois que ça s'était fait, on retourne au logement et en guise de retour au calme, je commençais aussi, ou plutôt je terminais avec des questions sur un guide de promotion qui a été développé spécifiquement pour la promotion de l'activité physique auprès des aînés par Kino Québec ou par le comité scientifique de promotion de l'activité physique donc, du gouvernement du Québec. Et je terminais avec des questionnaires sociodémographiques, juste simplement pour décrire l'échantillon. Et tout ça, bien, tout ce temps-là, on enregistrait l'entrevue, on portait un micro lorsqu'on se déplaçait à pied. L'entrevue a été retranscrite intégralement et on a appliqué une analyse hybride à la retranscription des entrevues. Donc, d'une part, on voulait appliquer une analyse de contenu pour faire ressortir les types d'activités physiques qui ont été nommés. Et on a aussi appliqué une analyse thématique inductive-déductive pour identifier les thèmes et les sous-thèmes latents, parce que c'est plus cohérent avec un paradigme constructiviste. On voulait vraiment savoir qu'est-ce qui émerge naturellement de leur discours, puis quelles sont les grandes lignes, les thèmes pour essayer d'en faire une synthèse. Alors, je vais vous présenter les résultats d'abord en commençant par les données descriptives. Sachez que j'ai interviewé déjà 26 participants qui étaient âgés de 60 à 93 ans, donc une bonne diversité d'âge. Et sachez que c'est un échantillon qui est assez représentatif des caractéristiques sociodémographiques des personnes aînées qui vivent en HLM. C'est-à-dire qu'on y trouve plus de femmes que d'hommes, beaucoup plus de personnes nées ailleurs qu'au Canada que celles qui sont nées au Canada. Et une présence quand même assez importante de maladies chroniques, donc 3,4 maladies en moyenne par personne, mais ça fait plus que ça. Et on trouve aussi un faible niveau d'activité physique. Donc, aucune des participantes ont nommé un niveau d'activité physique qui était élevé. Ça ne veut pas dire que ce n'étaient pas des personnes actives. Selon moi, ça parle plus du fait que ça en prenait beaucoup pour que les personnes cotent comme niveau élevé, parce qu'on avait quand même des gens qui couraient, qui jouaient au tennis, mais ce n'était pas assez régulier pour que ça compte comme activité physique, ou du moins, ce n'était pas pendant la dernière semaine. Donc, ça ne comptait pas malheureusement, mais moi, je pense que c'était quand même des champions, championnes qui méritent quand même qu'on souligne les activités qu'elles faisaient parce que plusieurs d'entre ces personnes-là faisaient beaucoup, beaucoup d'efforts, en fait, pour être actives. Alors, quant au premier objectif, qui était de décrire les perceptions de l'activité physique, on a pu publier les données dans le Journal of Aging and Physical Activity. Et on a pu montrer que, d'une part, les participants ont nommé un large éventail d'activités physiques qui représentent chacun des 4 domaines que j'ai nommés plus tôt. Donc, on a du transport actif à beaucoup plus grand degré des loisirs, mais ce qui a surtout été nommé, c'était des mouvements utilitaires ou les tâches de la vie quotidienne, comme faire son ménage, faire sa lessive, se faire à manger, faire ses activités de physiothérapie ou de rétablissement, donc ont souvent été nommés en fait comme mouvement utilitaire ou comme activité physique, mais il y avait aussi pas mal d'activités de bénévolat, que ce soit formel ou informel. Donc, bénévolat formel, quand on s'engage à faire du bénévolat avec un organisme communautaire, par exemple, mais aussi tous les gestes que les personnes faisaient pour s'engager dans leur communauté auprès de leurs proches, mais qui ne s'inscriraient pas nécessairement dans une entente formelle, mais pour elles constituaient de l'activité physique.
Et justement, ce qui constituait de l'activité physique pouvait être décrit dans 6 dimensions, décrivant les perceptions qu'ont les aînés qui vivent en HLM de l'activité physique. Alors, vous voyez les dimensions ici. Il faut les considérer comme étant interreliées, puis l'importance relative de chaque dimension dépendait du vécu, des préférences et des capacités de chaque participante. Donc, pour certaines participantes, ça pouvait inclure 2 ou 3 dimensions. Pour d'autres, ça peut être tout simplement une dimension. Donc, ça dépend vraiment de la personne. Ce qui était aussi saillant, c'est que chaque dimension, selon les effets rapportés par les participantes, avait un potentiel de bien-être, on le sait, mais aussi un potentiel de mal-être, ce que je trouvais quand même assez saillant, comme j'ai dit, et important à rapporter. Donc, je vais y aller une dimension à la fois. Pour la dimension physique ou corporelle, c'est bouger ou utiliser le corps, donc vraiment très, très proche de la définition traditionnelle. Par exemple, on a une participante qui nous dit, ben, je dirais utiliser les muscles de son corps, très, très proche de la définition académique, en fait. Et d'un côté, pour certaines personnes, ça leur permettait, selon elles, soit de maintenir leur niveau de capacité actuel et la santé, ou voire même de traiter certaines conditions de santé. Mais pour d'autres personnes, il y avait la peur d'user le corps ou le fait réel d'usure de l'activité passée. Donc, certaines personnes qui me disaient, j'ai été active toute ma vie, ça m'a ruiné les genoux. Donc, ils voulaient maintenant plus rien savoir de l'activité physique parce que ça leur avait fait du mal, en fait. Donc, quelque chose à prendre en considération quand on fait la promotion de l'activité physique. La dimension émotionnelle, c'est les perceptions qui regroupent faire ce qui fait du bien. Donc, on fait l'activité physique parce que ça nous fait du bien au point de vue émotionnel. Donc, ici, il y a une participante qui nous décrivait l'activité physique comme quand elle allait s'entraîner le samedi avec ma nièce, dit-elle, pour moi, c'est un plaisir. Elle est en train de m'expliquer pourquoi l'activité physique dans son travail n'était pas, selon elle, l'activité physique, parce qu'elle me dit qu'en fait, au travail, elle était super active. Elle passait ses journées, lorsqu'elle était au travail, elle passait ses journées debout, à bouger des objets assez lourds. Je lui ai dit, ben, c'est pas de l'activité physique, ça. Puis elle dit, non, non, parce que ça, c'était pas pour le fun. Et pour elle, pour que ça soit l'activité physique, il fallait que ça soit le fun. Et c'était sa définition de l'activité physique. Et pour plusieurs personnes, ça permettait effectivement de s'amuser, de se divertir, de vivre des émotions positives. Mais pour d'autres personnes, ce côté hédonique-là n'était pas présent ou du moins était lié à des émotions qui étaient négatives. Donc, soit parce qu'elles n'aimaient pas l'activité physique, donc tu sais, c'était soit une lassitude, voire même un dégoût qui pouvait être manifesté, mais aussi les personnes qui se sentaient, comme on va voir plus loin, coupables. Il y avait celles qui se sentaient même en colère de ne plus pouvoir être actives parce que leur capacité fonctionnelle ne leur permettait plus. Ce que je trouvais, bien entendu, assez triste et regrettable parce qu'elles essayaient très fort, comme je vous ai dit. La troisième dimension regroupe les perceptions qui décrivent l'activité physique comme socialiser et intégrer la culture. On a une citation d'une personne ici qui nous dit « c'est une forme de socialisation en soi, l'activité physique ». Et ça permettait, d'une part, de participer au quartier et la communauté, donc la vie de quartier. Ça, c'était surtout partagé par des personnes qui n'étaient pas nées au Canada. Tandis que se conformer à la pression sociale a été, comme mal-être, a été rapporté plus par des personnes qui étaient nées au Canada, qui se sentaient mal, coupables de ne pas rejoindre les recommandations de la santé publique et de ne plus rentrer dans les cadres de ce que la société voudrait d'elle. Donc, par exemple, je pense à une participante qui faisait vraiment son possible pour feindre des niveaux de capacité fonctionnelle qui étaient supérieurs à ce qu'elle avait réellement parce que ses filles lui ont dit que c'était difficile pour elle de voir leur mère vieillir et lui disait tout le temps, allez, maman, t'es capable de faire plus, bouge plus, allez, on va aller faire telle affaire, on va faire telle affaire. Et ça lui demandait beaucoup, c'était tellement taxant qu'elle prenait 3 jours pour s'en remettre après. Mais elle préférait faire ça que
de dire ou de devoir s'affirmer pour dire je n'ai plus ces capacités-là. Donc, elle devait se conformer à une pression sociale, ce qui a été rapporté par d'autres personnes aussi à des degrés moindres par contre. La quatrième dimension, regroupe les perceptions de l'activité physique comme quelque chose qui permet de passer le temps, se tenir occupé. Comme nous dit ce participant, c'est une occupation, c'est un passe-temps qui permet d'une part de s'accomplir, de se réaliser, donc qui serait peut-être lié à un concept plus eudémonique de donner sens à sa vie, puis de permettre de se réaliser à travers ses activités, mais d'un autre côté, qui peut aussi être lié, encore une fois, à devoir se plier à une obligation. Alors ici, on pense plus à l'obligation de mettre ça à son agenda et de faire quelque chose qui ne nous plaît pas, alors qu'on pourrait être en train de faire quelque chose qui nous plaît davantage. Je pense par exemple aux gens qui devaient faire leur exercice de réadaptation. Alors, c'était pas pour le plaisir, c'était une tâche vraiment très occupationnelle, on va dire, très liée à un objectif spécifique qui n'avait rien à voir avec les autres dimensions. Ensuite, la dimension intellectuelle regroupe les perceptions qui décrivaient l'activité physique comme faire bouger les méninges, activer les méninges. Alors, on a une participante qui nous décrivait qu'au centre communautaire près de chez elle, il bouge un petit peu. Bien, pas physiquement, mais il bouge moralement, si tu veux. Alors, en fait, elle parlait de jeux de société. Et en parlant de ça avec une de mes collègues, elle m'a dit « Ah, mais c'est drôle, j'ai eu mot de tel chercheur qui s'est intéressé au nombre de calories brûlées en jouant aux échecs. Je suis allée voir et effectivement, quelqu'un s'est intéressé à mesurer le nombre de calories brûlées lors d'un tournoi d'échecs. Et ça a l'air que chez les professionnels, ça peut être 3000 à 6000 calories brûlées dans un tournoi. Donc, effectivement, ça brûle des calories et on bouge les bras. Peut-être qu'on peut bouger de position aussi. Donc, ça pourrait cadrer avec la définition traditionnelle. Donc, on va y donner ça à la participante. Elle n'est pas seule. Il y en avait plusieurs pour qui activer les méninges, bouger les méninges ou moralement, si on veut, c'était de l'activité physique. Et ça permettait d'une part de stimuler les fonctions cognitives, mais d'un autre côté, c'était taxant au niveau cognitif parce que ça demande la discipline. Et il faut, si on veut, réprimer l'envie d'arrêter. Donc, ça demande quand même de l'énergie au niveau mental. Et enfin, ma dimension préférée, la dimension existentielle, qui regroupe les perceptions de l'activité physique comme quelque chose qui nous permet de nous sentir vivantes. Comme nous dit ce participant, bouger, c'est être vivant. Et ça, c'était vraiment très intéressant parce que d'une part, ça permettait, pour certaines personnes, de cultiver de la gratitude ou voire même de manifester de la gratitude pour les capacités physiques fonctionnelles qui sont encore restantes, de l'espoir aussi pour le restant de sa vie et qu'on va pouvoir maintenir son état de santé. Alors ça, c'est des visions qui ont été partagées tout particulièrement par des personnes qui sont nées hors Canada, hors Québec. Mais pas uniquement, mais particulièrement. D'un autre côté, pour certaines personnes, le fait de bouger faisait prendre conscience davantage du déclin des capacités fonctionnelles qui pouvait enclencher une certaine anticipation anxiogène de la mort. Donc, on m'a dit, là, en bougeant, je vois que c'est plus comme avant. Fait que si c'est ça maintenant, ça sera quoi dans 1 an? Ça sera quoi dans 5 ans? Ça sera quoi dans 10 ans? Donc, il y avait cette anxiété qui était liée à l'activité physique ou cette anxiété, cette anticipation de la mort qui était présente tout particulièrement, si pas uniquement en fait, auprès des hommes qui étaient âgés de 70 ans ou plus. Donc, on voit quand même pas mal de différences et des dimensions qui sont très complémentaires, mais très nuancées de ce que c'est l'activité physique. Alors, je vois, merci M. Richer ou Luc Richer qui a partagé dans le chat sa définition de l'activité physique qui nous dit bouger, être actif pour être mieux mentalement et physiquement, sentiment d'appartenance, vie de groupe, profiter du grand air. Alors, vraiment, vous avez tapé dans plein des dimensions, donc merci pour ça, Luc. On voit qu'il y en a encore plus que ça. Donc, peut-être que pour certaines personnes, profiter du grand air, ben, ça permet de se sentir vivant. Mais je trouve ça vraiment intéressant de mettre des mots sur cette chose-là. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, en fait, c'est que quand je codais,
ça m'a fait penser à des modèles des dimensions du bien-être. Alors, à l'école en psychologie, on nous apprend que en santé mentale, le bien-être, il peut être émotionnel, il peut être relationnel, il peut être intellectuel ou si on veut, plus cognitif. Alors, je suis allée voir comment ça se compare à d'autres modèles de bien-être. Et il y a Fuller qui avait fait justement une revue systématique à savoir comment est-ce que le bien-être est décrit dans les écrits, tout particulièrement pour les personnes âgées. Et il y avait un gros manque de modèles multidimensionnels du bien-être. Alors, en s'inspirant des écrits lors de cette recension, Fullen a décidé de proposer un modèle de 8 dimensions qui sont celles que vous voyez ici, qui ont en fait les mêmes 6 que j'ai pu découvrir en décrivant les perceptions de l'activité physique. Mais la différence, c'est que le modèle de Fullen a une dimension qui s'appelle contextuelle, qui réfère surtout aux circonstances financières des personnes âgées. Donc, c'est pas ressorti dans la définition de l'activité physique dans mon étude, mais je trouve ça quand même très, très pertinent. Et on va en parler pour le deuxième objectif de ma thèse. Il y avait aussi la dimension, c'était développementale, donc qui réfère à un besoin de cultiver une attitude réaliste au sujet du processus de vieillissement pour vivre bien avec le vieillissement, justement. Et ça non plus, ça n'a pas émergé comme étant une dimension à part entière, mais le chevauchement que je vois entre les perceptions de l'activité physique et les dimensions du bien-être pour décrire le bien-être des aînés m'a vraiment, vraiment interpellée. Je trouve ça très intéressant. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est qu'on peut, par la promotion de l'activité physique, si elle est bien faite et de façon nuancée, on peut aller stimuler plein de types de bien-être différents en fonction de ce qui intéresse, ce qui interpelle et ce qui est accessible à chaque individu. Et justement, pour s'assurer que ce qu'on propose est accessible, alors il faut savoir quelles sont les possibilités d'être actif dans son environnement résidentiel. Alors, on se tourne maintenant vers l'objectif 2 de ma thèse, qui était de décrire les capacités de l'activité physique, donc soit l'interaction entre les capacités, les aspirations, les désirs des individus et ce qui est offert dans l'environnement résidentiel. Donc, les résultats détaillés sont publiés dans le International Journal of Environmental Research and Public Health. En analysant ces données-là, il y a 5 thèmes qui sont ressortis, donc 5 types de capacités, où chacun représente encore une fois la transaction entre la capacité individuelle et les possibilités environnementales. Je vais y aller encore une fois un thème à la fois. Donc d'abord, pour les capacités politiques, qui sont la transaction entre les capacités individuelles perçues à exercer un contrôle sur l'environnement, puis les règlements et toutes les possibilités d'être actives dans l'environnement. Donc, il y a de nombreux participants qui ont nommé ne pas être en position de se plaindre. Quand je demandais comment est-ce qu'on pourrait améliorer l'environnement, elle me disait, tu sais, je ne devrais pas me plaindre parce que j'ai déjà accès à un logement abordable, je ne veux pas en demander plus. Puis il y en a d'autres qui me disaient, mais ça ne sert à rien de se plaindre de toute façon. Puis je disais, mais comment ça? Puis il me disait, par exemple, ce participant qui me disait, c'est eux autres qui s'occupent de l'office municipal, c'est eux autres de la ville qui s'occupent de l'aménagement urbain. Ils ont plein de pouvoir et cette personne ne trouvait pas que le pouvoir il serait investi de façon à améliorer leur sort. Et quand j'ai dit, j'ai quand même des exemples de fois où c'était possible, il m'a dit que ça servait vraiment à rien, et je cite, que ça serait parler dans le vide parce qu'on ne peut pas être contre l'autorité. Donc, je sentais que vraiment la pression des normes et des règlements politiques était contre lui. Ça peut inclure aussi des règlements politiques qui régissent les HLM, par exemple. Donc ça, c'était le cas de plusieurs personnes qui disaient qu'il y avait comme un certain levier politique, comme l'accès à un comité associatif, mais pour la plupart, c'était quand même assez mitigé. En lien avec ça, la capacité économique de chaque locataire pouvait entrer en compétition avec les possibilités d'être active. Par exemple, on a une bénévole une participante qui aurait vraiment voulu aller
à la bibliothèque municipale. Mais, excusez-moi, j'ai un petit mal de dos, fait que j'ai du mal à respirer des fois. En fait, je retourne en arrière. Donc, on a une participante qui, elle, voulait organiser des activités pour les membres ou plutôt pour les locataires. Et elle était très, très, très impliquée en ce sens-là, mais elle nous disait, soit tu nous donnes des bénévoles pour nous aider ou bien de l'argent. Si on a de l'argent, on peut bouger. Si on n'a pas d'argent, on se case et on se tait. En fait, elle voulait engager des kinésiologues qui se déplacent sur les lieux dans l'immeuble pour guider l'activité physique pour que ça soit fait en sécurité. C'est une préoccupation quand même assez commune chez les personnes âgées, mais qui trouvait pas mal de difficultés parce que ça coûte de l'argent. Mais elle a quand même réussi, grâce à la présence d'organismes communautaires dans la communauté, à négocier le transfert de personnes kinésiologues d'un YMCA qui venaient sur les lieux pour offrir des cours à très faible coût. Donc, on parle de 2 la session. Donc, c'était quand même quelque chose qui était très, très, très bénéfique. Et elle travaillait très fort pour ce faire et permettait donc un meilleur accès à l'activité physique. Donc, il n'y a pas que du négatif. Pour les capacités d'activité physique liées à la qualité, la quantité des réseaux sociaux des locataires, ça aussi, ça pouvait soit nuire, soit favoriser leur activité physique, ça dépendait de la personne. Donc, dans chaque site, les participants ont nommé des tensions sociales qui influençaient l'activité physique de certaines d'entre elles. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez commun, en fait, qu'on voit à travers le Canada, à travers les États-Unis. Il y a pas mal de tensions sociales, de conflits sociaux dans les milieux HLM qui peuvent nuire à la qualité de vie des individus et on va aussi nuire à leur activité physique. Donc, quand je demandais à un des participants qu'est-ce qui fait que c'est facile, difficile de bouger ici, on était dans la salle communautaire, il me dit, ben, c'est qu'il y a plein de gens qu'on n'aime pas voir parce qu'on sait qui ils sont, parce qu'ils sont des abuseurs. Donc, c'est les gens qui rendent ça plus ou moins agréable. En fait, dans la salle communautaire, il y avait énormément d'appareils d'activités ou plus d'exercices physiques qui avaient été légués par des personnes qui soit s'en débarrassaient, soit ça rentrait plus dans leur logement, ou tout simplement voulaient que les autres puissent en bénéficier aussi. Mais les gens évitaient les lieux pour ne pas croiser les autres. Ce n'était pas le cas de tout le monde, mais le cas de certains. Pour d'autres personnes, c'est qu'elles ne savaient pas s'en servir. Donc ça a plus un lien avec la capacité psychologique. Mais on voit aussi qu'il y avait la possibilité d'être plus actif parce que les gens avaient des petits réseaux sociaux qui étaient positifs et que ça les faisait bouger. Donc, c'est pas pour rien que l'activité physique a été décrite comme socialisée. Pour certaines personnes, c'était quand même positif, mais c'était dans des groupes très restreints et c'était le plus souvent en dehors de l'immeuble et c'était très rarement dans leur logement parce que les gens s'invitaient très peu les uns chez les autres. On essayait vraiment de mettre de compartimenter. Donc, l'hiver, elles avaient moins accès à leur activité physique si elle était sociale parce qu'il faisait trop froid pour aller dehors. On évite la salle communautaire et on ne veut pas faire d'activité physique ou socialiser dans notre logement, dans notre unité. Donc, il y avait plein de difficultés. Néanmoins, même si ça pouvait, si les relations sociales pouvaient favoriser l'activité physique. Et l'adéquation entre la santé, l'état fonctionnel de chaque locataire, donc ses capacités physiques, et la possibilité d'être actif, ça aussi, c'était un petit peu, excusez-moi, je suis un peu malade encore, c'était un peu faible pour la plupart des participants, pas tous, surtout les personnes plus âgées ou qui avaient des maladies chroniques, voire même des maladies congénitales. Et là, je reprends mon exemple quand j'ai mal présenté la citation plus tôt de la participante qui voulait vraiment aller à la bibliothèque municipale. Elle me dit, par contre, il n'y a pas de rampe et c'est un vieux bâtiment. Ils ne vont pas dépasser de l'argent, vous savez. C'est un gros problème ici à Montréal. Il y a une tonne de personnes âgées qui utilisent des déambulateurs, des marchettes maintenant. Effectivement, j'ai vu les lieux et c'était très difficile d'y accéder. Non seulement il n'y avait pas de rampe, mais les escaliers étaient très à pic. Et on a fait le tour du quartier et
c'était pas la seule place, en fait. Les autres places où elle aurait voulu aller, par exemple, prendre un café où c'était assez abordable pour elle d'aller, c'était souvent les places où il y avait c'était en sous-sol. Et donc, il y avait des escaliers qu'elle ne pouvait pas naviguer. Et elle avait peur de laisser son déambulateur à l'extérieur parce que une de ses amies se l'était fait voler. Donc, quand même pas mal de barrières. Et enfin, pour les capacités psychologiques, il y avait l'adéquation entre l'état psychologique des participants et les possibilités d'activité physique qui, encore une fois, étaient plutôt faibles. Donc, c'était lié au fait que les participants des 3 sites ont nommé être témoins de beaucoup de détresse psychologique dans leur immeuble. Et selon eux, ce besoin-là primait sur les autres besoins en activité physique. Comme nous dit ce participant, si on a les sentiments qui pèsent sur vous, sur votre corps, il est affaibli. Vous n'avez même pas le goût de faire ces mouvements, ni de marcher. Ce manque-là, il faut d'abord le combler. Et ce manque-là, c'est ces sentiments qui pèsent sur l'individu. Donc ça, c'était encore une fois quelque chose qui m'a beaucoup touchée, que je trouvais très difficile, qui m'a fait beaucoup réfléchir aux capacités comme étant des thèmes qui sont très interreliés. Donc on pense à ça, on pense à intersectionnalité. Il y avait beaucoup de difficultés, mais il y avait aussi des occasions qui ont été nommées par les participants. Donc, autant au niveau individuel, dans leur immeuble, dans leur communauté. On a aussi évoqué la possibilité d'améliorer l'aménagement urbain une fois que j'ai pu mettre un peu tester les conceptions des participants en mettant en exergue ma perception des lieux puis les possibilités d'aménagement urbain à leur peur de ne pas vouloir se plaindre, ben on s'est dit qu'effectivement, il y avait énormément de choses à améliorer dans l'environnement bâti, autant autour de l'immeuble que dans le quartier. Mais on a quand même suggéré des choses comme engager les personnes davantage, les mobiliser davantage à améliorer l'offre d'activité physique. Donc, par exemple, il y a certains sites où des personnes s'engageaient bénévolement à mener des séances d'activité physique, soit avec un DVD en accompagnant les gens ou parce que les personnes avaient les connaissances de le faire. Une participante a aussi dit, ben, il y a des gens, tout le monde a des talents et des forces. On pourrait demander aux gens quels sont leurs talents, leurs forces et les inviter à partager ça avec nous pour qu'on soit plus actifs. Donc, il y avait quand même beaucoup de possibilités, même au niveau individuel. Dans l'immeuble, on voit que ce qui primait vraiment, ce qui sautait énormément aux yeux, c'était le besoin d'intervention psychosociale. D'une part, pour vraiment aider à réduire la détresse psychologique. Donc là, on a la question de poule ou de l'œuf. Est-ce qu'on agit d'abord pour réduire la détresse psychologique ou est-ce qu'on promue l'activité physique sachant que ça va aider à se sentir mieux? Moi, je dirais que ce serait probablement les deux en même temps qu'il faudrait faire, mais clairement, il faut faire quelque chose, il faut s'y attarder. Soutenir les comités associatifs qui ont beaucoup de difficultés à rester actifs à cause des tensions sociales qu'elles peuvent créer. Et j'ai déjà parlé d'améliorer l'environnement bâti. Donc, vraiment beaucoup, beaucoup d'occasions et de pistes d'action. Donc, je vais sauter la prochaine diapo parce que je l'ai déjà dit. Donc, les implications pratiques de ma thèse, selon moi, impliquent d'abord un changement paradigmatique concernant l'activité physique, étant donné qu'on voit que c'est très multidimensionnel, c'est très proche aussi d'une conception du bien-être. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de potentiel ici pour promouvoir la santé mentale et le bien-être, mais il faut que ça soit nuancé, il faut que ça soit accessible à ces personnes-là et que ça représente leur perception. Donc, je pense que c'est un apport que la thèse a pu apporter, autant l'intervention qu'aux connaissances scientifiques. Et clairement, étant donné qu'on a pu observer plusieurs pistes d'action, plusieurs occasions d'améliorer l'interaction personne-environnement, ben on voit que c'est des actions qui nécessitent une intervention ou une approche intersectorielle qui intègre autant l'OMHM, les organismes communautaires, le gouvernement et les individus et qui va nécessiter des personnes de plusieurs, plutôt des professionnels de plusieurs disciplines, autant en santé mentale, en santé physique, travail social, possiblement des urbanistes. Donc, ça demande beaucoup, beaucoup de gens. Donc, il faut vraiment aligner les efforts qu'on met déjà en place parce qu'il y en a déjà énormément.
Alors, selon moi, c'est les implications de ma thèse, mais si vous en avez d'autres qui vous viennent à l'esprit, je serais vraiment très reconnaissante que vous les partagez avec moi parce que j'aimerais vraiment pouvoir développer davantage les retombées de ma thèse et puis de promouvoir davantage l'activité physique pour aider à promouvoir la santé mentale auprès de ces personnes-là qui, comme vous l'avez vu, en ont vraiment besoin. Sur ça, je vous remercie pour votre attention. Je voudrais noter qu'en plus d'avoir eu une bourse de déplacement de la part du RSPQ, j'ai aussi eu le privilège de recevoir une bourse de recherche de la part du Fonds de recherche Société et Culture du Québec. Merci beaucoup. Au plaisir d'échanger, n'hésitez pas à m'écrire et à me poser vos questions ou commentaires. Oui, merci beaucoup, Kadia, pour cette vraiment super belle présentation. C'est très enrichissant, vraiment un beau sujet. Je vous invite tout le monde à, si vous avez des questions, dans le fond, ouvrir le module questions-réponses au bas de votre écran. Dans le fond, d'écrire vos questions et moi, je vais pouvoir me charger de les poser là, à Kadia pour essayer d'assurer là, une que ça aille plus rapidement, qu'on sauve du temps, puis que tout le monde puisse avoir leurs questions répondues. Je pense que j'en ai une à l'instant. Ah, c'est un beau commentaire, ça dit juste merci beaucoup, que c'était très intéressant. Merci, Nathalie. Sinon, moi, j'ai des questions. Moi, j'ai été beaucoup surpris par le fait que vous avez montré au début que la grande majorité ont une perception positive de leur santé perçue, que ce soit autant physique que santé mentale. Ça allait du très bien au bien. Puis, moi, dans mon domaine, on parle beaucoup de cette différence entre la perception et ce qu'ils font réellement, parce que ce qu'on voit vraiment, c'est qu'il y a une discordance entre la perception et ce qu'ils font réellement. Puis, je veux savoir, est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous a surpris ou vous vous attendiez à ce genre de réponse? Puis, comment est-ce que vous pensez aller un peu plus loin, peut-être dans d'autres études, à intégrer cette perception et versus un mesurement objectif là, de la santé? Hmm. Ben, merci pour cette question. C'est vraiment très pertinent. Effectivement, la plupart des participants disaient elles se percevaient en bonne ou très bonne santé, autant physique que mentale. C'est pas excellente et c'est rare que les gens se disaient, enfin, les participants se disaient en mauvaise santé ou ne répondaient pas. Mais je n'étais pas surprise pour deux raisons. Une, on sait que les gens en grand général ont tendance à surestimer autant l'activité physique qu'elles font. Donc ça, je le savais déjà de la recension que j'avais faite avant de m'engager dans la collecte de données. Mais et les gens ont tendance à surestimer aussi leur niveau de santé. T'sais, on n'est pas tant au fait non plus, on ne fait pas des bilans de santé complets à chaque année, mais aussi, deuxièmement, en vieillissant, on développe ce qu'on nomme le biais de positivité, et on dit que c'est un phénomène un peu adaptatif, où on a tendance à voir le verre plus à moitié plein qu'à moitié vide. Et ça, c'est un phénomène psychologique qui est assez répandu, que j'ai aussi appris en apprenant sur la psychologie du vieillissement et des personnes âgées. Donc, il y a comme un positivisme, un optimisme naturel qui s'installe en vieillissant. Donc, on a moins tendance à dévaloriser, d'évaluer autant sa santé que son environnement. Je l'ai vu dans d'autres facettes de l'étude. Donc ça en soi, ça ne m'a pas tant surprise, euh, bien que, tu sais, c'est rare que les gens, ils vont dire, tu sais, qu'ils vont pas bien. Même surtout à moi, parce qu'ils remplissaient les sondages devant moi. Donc, tu sais, il y a un certain biais probablement de désirabilité sociale en remplissant les formulaires. Mais même dans les études de santé des collectivités canadiennes, les seuils ne sont pas les mêmes que ce qu'on peut voir quand on évalue de façon plus objective les difficultés en santé mentale. Même quand on voit beaucoup, beaucoup de difficultés en santé mentale, les gens vont évaluer leur santé mentale comme étant très bonne. On se dit, comment ça se fait? Mais tu sais, les gens, ils relativisent énormément. Donc, il y a ces deux choses-là qui entrent en lien. Cela étant dit, je serais vraiment intéressée de faire une étude croisée, c'est dans mes plans d'ailleurs, entre les personnes qui évaluaient leur santé comme étant très bonne, puis les gens qui évaluaient leur santé comme étant bonne, admettons, et
comment elles voyaient l'activité physique et l'accès à l'activité physique en fonction de leur perception de santé. J'ai pas la réponse, mais je pense qu'il y aurait vraiment quelque chose à aller gruger là-dedans ou scruter. Je pense qu'effectivement, leur perception de santé va probablement soit être affectée par leur perception d'activité physique ou affecter la perception de l'activité physique, je ne suis pas certaine, mais surtout aussi l'accès à l'activité physique. Je pense que c'est ça. Je sais pas. Je veux le faire, mais j'ai pas eu l'occasion de le faire actuellement. Parfait, merci beaucoup. On va aller voir les questions. On a plusieurs questions dans le chat. Une de Diana qui dit avez-vous des pistes pour comment s'y prendre pour promouvoir l'activité physique de façon constructive et efficace auprès de ces personnes? Merci pour cette question-là. Euh, oui, mais elle n'est pas évidente. Je pense que ce qui ressort de ma thèse et ce que j'ai pu apprendre aussi en promotion des saines habitudes de vie de façon plus globale, c'est une approche qui est complémentaire et en anglais, on dirait multi-pronged. Donc, il y a plusieurs avenues. Si quelqu'un peut m'aider à traduire multi-pronged, je serais vraiment reconnaissante. Mais c'est-à-dire que il faut prendre plusieurs actions. D'une part, l'action individuelle. On voit dans ce cas-ci que l'approche individuelle est très importante. On sait que l'entretien motivationnel va être important, souligner les forces. Mais je pense que ce que l'étude a vraiment souligné, c'est que il faut y aller parce qu'il est important pour cette personne-là, tout particulièrement. Donc, il faut s'intéresser aux désirs, aux perceptions des individus. Donc, une approche individuelle est nécessaire. Cela étant dit, je sais qu'on ne peut pas s'attarder à chaque individu. Ce n'est pas tout le monde qui va venir vers nous pour nous demander de l'aide non plus. Donc, il faut aussi une approche populationnelle. Il faut s'assurer que c'est accessible pour tout le monde. Tu sais, une approche universelle, ça n'a pas d'allure que ça soit difficile pour des personnes âgées de se déplacer dans leur environnement résidentiel. Et pour une personne âgée, quiconque a déjà eu un problème de nerf sciatique même, lever la patte juste de ça pour monter la rue ou se déplacer en hiver, c'est très, très, très difficile. Donc, si on a des difficultés à la hanche, on a peur de tomber, juste ça, c'est difficile. Donc, si on peut améliorer l'environnement, déjà là, c'est vraiment une grosse part de gagner. Et en plus de ça, réduire des normes sociales ou de la stigmatisation qui pourraient être néfastes à l'activité physique. Donc, de penser que les personnes plus âgées ne sont pas actives, ils n'ont pas envie de ça. Non, ils ont envie, mais peut-être différemment de comment on le pense. Donc, constructive, moi, je pense que c'est peut-être en regardant un modèle multidimensionnel, puis d'explorer ces dimensions-là avec quelqu'un, mais de jamais penser que ça sera suffisant. Il faut aussi des approches universelles, populationnelles, complémentaires. Parfait. Alors, je regarde le temps. Malheureusement, je sais que vous avez beaucoup d'enthousiasme dans le chat, mais on doit finaliser pour finir à 13 heures. Alors, je vous invite, je pense que Kadia est très ouverte à pouvoir répondre à vos courriels, à vos questions par courriel. À vos courriels aussi, absolument. N'hésitez pas à lui faire parvenir, vu qu'on avait beaucoup de questions, on n'a pas eu le temps de toutes les répondre. Alors, je vous remercie vraiment pour votre enthousiasme et aussi pour votre participation à cette activité. Je remercie aussi Kadia pour sa présentation et Armel pour sa coordination. Puis, juste vous rappeler que dans les jours qui vont suivre, et vous allez recevoir un courriel avec toute l'information qui concerne l'enregistrement du webinaire ainsi que les diapositives. Et ces mêmes informations-là vont être éventuellement disponibles sur le site web du RRSPQ, de Calaxia et aussi sur la page YouTube de l'Axe Santé mentale et population. Sur ce, je vous souhaite à tous et chacun une excellente journée et on se revoit potentiellement une prochaine fois. Merci à tous. Écrivez-moi pour vos questions sans hésitation.